Mais je vous assure, je supporte de plus en plus mal ce que j'appelle la littérature, surtout dans mes propres œuvres. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent 2 nouvelles de Colette, L'affamée et La travailleuse. Nouvelles extraites des meilleures nouvelles du XXe siècle, parues aux éditions Rue Saint-Ambroise. Lectrice, Anne Le Foll. Musique, Charlie Nelson. Il joue dans la pièce que nous emportons en tournée, le viveur du premier acte. Une perruque de chanvre roux et un tablier blanc aux 3 le déguisent en garçon de restaurant. Quand nous prenons le train au petit matin ou la nuit, la tournée est dure, 33 villes en 33 jours, il arrive en retard, toujours courant, de sorte que je ne connaissais de lui qu'une mince silhouette en paletot flottant, tout agitée par la course. Le régisseur et les camarades levaient les bras et lui criaient « Allons, Gonzalez, bon Dieu, un de ces jours, tu vas le rater pour de bon !» Il s'engouffrait, comme porté par un coup de vent, dans le wagon de seconde béant, et je n'avais jamais eu le temps de voir sa figure. Seulement l'autre jour, en gare de Nîmes, comme je m'écriais « ça sent la jacinthe, qui est-ce qui sent la jacinthe ?» Il a eu un gentil geste gêné pour me tendre le petit bouquet qui fleurissait sa boutonnière. Depuis ce jour-là, je fais attention à lui. Je lève les bras comme les autres quand il arrive en retard à la gare. Je crie avec tout le monde « Allons, bon Dieu, comte Salès !» et je reconnais sa figure. Une pauvre figure, d'une pâleur bilieuse, comme si son fond de teint lui était entré dans la peau. Des creux, des saillies, les pommettes sortent, les joues rentrent, trop de sourcils, la bouche mince et le menton têtu. Mais pourquoi ne quitte-t-il jamais son long paletot jauni aux épaules par les soleils et les pluies de l'autre année? Un coup d'œil aux chaussures me renseigne. Gonzalez produit au jour des croquenots lamentables, jadis vernis, dont le cirage grisâtre des auberges de hasard ne comble plus les craquelures. Les bottines m'obligent à songer aux pantalons, mystérieux, sous l'ample jupe du par-dessus et au faux col, heureusement à peine visible au-dessus d'une extraordinaire cravate noire à triple tour. Les gants de fil, reprisés à gros points, ne me permettent pas d'espérer chez le petit comédien le je m'en fichisme d'un jeune bohème. C'est bien la misère. C'est sûrement la misère. Encore une fois, quand aurais-je fini de la rencontrer? Voilà que je pense à ce garçon, que j'attends son arrivée, essoufflé. J'observe qu'il ne fume pas, qu'il n'a pas de parapluie, que son sac à main est une loque, et qu'il guette discrètement pour le ramasser quand je l'aurai lu et jeté, le journal que j'achète. Averti par un pudique instinct, il s'occupe de moi lui aussi. Il me sourit franchement et serre d'une main maigre et chaude les doigts que je lui tends, mais il s'inquiète tout de suite de disparaître et d'exister le moins possible. Il n'est jamais avec nous au buffet des gares où nous déjeunons, et je ne me souviens pas d'avoir vu Gonzalez s'attabler à côté de nos camarades les moins appointés au petit repas à 1,50. C'est ainsi qu'il disparut à Tarascon, pendant l'heure où nous dévorions l'omelette à l'huile, le veau tiède et le poulet blafard. Il revint, comme on nous servait le café à goût de buis, il revint, décharné, gai, léger. J'ai été voir un peu les environs.
avec un œillet à la bouche et des miettes de croissant au pli de son vêtement. Je pense à ce garçon, je n'ose pas me renseigner sur lui. Je lui tends des pièges enfantins. Vous prenez du café, Gonzalez? Oh, merci bien, ça m'est défendu. Les nerfs, vous savez. Vous n'êtes pas chic, c'est ma tournée aujourd'hui. Vous n'allez pas être le seul à refuser. Ah, du moment que vous en faites une question de camaraderie. En gare de Lourdes, j'achète 2 douzaines de petites saucisses chaudes. Allons les enfants, ne les laissez pas refroidir. Gonzalez au trot, vous allez encore les manquer. Chopez vite ces 2-là, avant qu'Hautefeuille saute dessus. Il est bien assez gras comme ça. Je le regarde manger avec une attention sournoise, comme si j'attendais un geste, un soupir glouton qui décèle sa faim mal rassasiée. Enfin, je me décide à demander négligemment à notre régisseur « Qu'est-ce qu'il gagne donc, Martineau, et puis, chose là, Gonzalez ?» Martineau gagne 15 francs parce qu'il joue dans le lever de rideau et dans la grande pièce. Gonzalez touche 12 francs par soirée. On n'est pas une tournée de grand-duc. 12 francs, voyons, que je fasse son compte. Il couche dans les boîtes à 1,50 ou 2 francs la nuit. 10 sous au garçon de chambre, un café au lait problématique, 2 repas à 2,50, l'un dans l'autre, mettons 30 sous de plus par jour pour les omnibus, les tramways, et les boutonnières fleuries de monsieur. Eh bien, mais il peut vivre, ce petit. Il peut vivre très bien. Je me rassérène. Je lui serre la main ce soir à l'entracte, comme s'il venait de faire un héritage. Encouragé par l'ombre, par le maquillage qui déguise nos figures, il laisse échapper ce cri anxieux. Ça se tire, hein? Plus que 13 jours. Oh, une tournée qui durerait toute la vie. Quel rêve! Vous aimez le métier tant que ça? Il hausse les épaules. Le métier, évidemment, je l'aime assez, mais il m'en a fait voir de dur. Et puis, 33 jours, c'est court. Comment court? Court pour ce que je veux faire. Écoutez, il s'assied soudain près de moi sur un banc du jardin poussiéreux qui attend la plantation du 4e acte et se met à parler comme s'il avait la fièvre. Écoutez, je peux bien vous dire, n'est-ce pas, vous avez été gentil, enfin, bien camarade pour moi. Il faut que je rapporte 220 francs. Où? À Paris, si je veux manger. Le mois qui vient et celui d'après. Je ne peux plus recommencer ce que j'ai supporté. Je n'ai plus la santé qu'il faut. Vous avez été malade? Malade, si vous voulez. La purée, c'est une sacrée maladie. Il appuie d'un geste professionnel les 2 index sur sa moustache postiche qui se décolle et détourne de moi ses yeux creux soulignés de bleu. Il n'y a pas de honte à ça, j'ai fait le Jacques, j'ai quitté mon père, qui est ouvrier brocheur, pour faire du théâtre il y a 2 ans. Alors mon père m'a maudit. Comment votre père vous a... Il m'a maudit, répète Gonzalez, avec une simplicité théâtrale. Maudit comme on maudit, quoi. J'ai trouvé un emploi dans la troupe de Grenelle-les-Gobelins. C'est là que j'ai commencé à ne plus manger assez. L'été venu, plus un rond. J'ai vécu pendant 6 mois avec 25 francs par mois, qu'une de mes tantes me faisait passer. Mon Dieu, 25 francs, comment faisiez-vous? Il rit d'un air un peu fou en regardant devant lui. Je ne sais pas, c'est crevant, je ne sais plus rien, je ne me souviens pas bien. Ça m'a laissé comme un trou, je me rappelle que j'avais un complet, une chemise, un col, rien de rechange, le reste, j'ai oublié. Il se tait un instant et étend avec soin les jambes pour ménager aux genoux son pantalon minable. Et puis après, j'ai fait des semaines aux fantaisies parisiennes, à la Comédie Mondaine, mais c'est dur. Il faut un estomac que je n'ai plus, on est si peu payé. Je n'ai pas de nom, pas de garde-robe, pas de métier en dehors du théâtre, pas d'économie. Je ne me vois pas faisant de vieux os. Il rit encore, et le portant lumineux qu'on vient d'allumer dessine sa tête sans chair, ses pommettes dures, ses orbites noires, et sa bouche trop fendue, où le rire avale les lèvres. Alors, n'est-ce pas, il faut que je rapporte 220 francs. Avec 220 francs, je suis sûre de 2 mois, au bas mot. Cette tournée-ci m'est tombée comme un gros lot, on peut dire.
Je vous ai bien ennuyé avec mes histoires. Je n'ai pas le temps de lui répondre. Le timbre sonne au-dessus de nous, et quand ça laisse, incurablement en retard, s'envole vers sa loge, avec sa légèreté de feuilles sèches, sa grâce chorégraphique et macabre de jeunes squelettes danseurs. La travailleuse. Le port de bras, Hélène. Ça fait 2 fois que tu te tapes la tête avec la main en dansant. Je te dis, ma petite, je te dis, les bras en anse au-dessus de la tête, comme si tu portais une corbeille. Hélène ne réplique que par un regard noir, excédé, et rectifie l'attitude. Elle va s'élancer de nouveau sur le parquet de l'atelier, un parquet usé, luisant, meurtri de coups de canne et de coups de talon, mais elle se ravise et appelle « Vous êtes encore là, Robert ?» « Certainement », répond derrière la porte une voix soumise. « Si vous alliez avec l'auto jusque chez le fourreur, lui dire que je ne viendrai que demain. » Point de réponse, mais j'entends une canne rouler et la porte d'entrée se referme. Robert est parti. « Ce n'est pas dommage, » soupire Hélène d'une voix adoucie. « Ça m'agace de sentir qu'il est là, à m'attendre, sans rien faire. » 2 fois la semaine, j'assiste à la fin de la leçon d'Hélène Gromet, qui travaille de 4 à 5 heures, et je lui succède. Elle me traite, plutôt qu'en camarade, en collègue, en employé de la même usine. Comprenez que nous causons assez peu, mais sérieusement, et qu'il lui arrive de se raconter avec une froide candeur, comme elle se confierait à son doucheur ou à sa masseuse. Hélène n'est pas une danseuse, elle est une petite femme qui danse. Elle a débuté au Music Hall la saison dernière, dans une revue, et pour son coup d'essai a envoyé au public 2 couplets grivois, débités sans mine roublarde de fausse pudeur, le coup d'œil droit, du haut de sa voix toute neuve, malhabile et hardie, avec une innocence agressive qui enchanta. Des engagements sérieux, un ami qui ne l'est pas moins, 2 autos, le collier et la zibeline, toutes les chances échurent ensemble à Hélène, et sa petite tête solide n'en chavire point. Elle se vante d'être une travailleuse, et elle garde son vilain nom d'ouvrière. Pensez-vous que je vais me rebaptiser ? Un nom tout simple et pas joli, ça vous classe dans ce qu'il y a de mieux. Regardez, Badet et Bordin. Chacune de ces arrivées est une petite apothéose. Un tonnerre assourdi d'automobiles l'annonce, et elle paraît, accablée d'hermine et de velours, avec un tremblant nuage d'aigrettes sur son chapeau. Un maquillage définitif et calculé banalise sa jeune figure, masque de poudre trop blanche, rose aux joues et au menton. Les paupières bleuies portent une double frange de cils lourds, raides de gomme noire, et les dents brillent d'un blanc blessant à cause du fard presque violet qui dessine les lèvres. « Je sais bien que je suis d'âge à me passer de toutes ces saletés-là, » m'explique Hélène, « mais ça fait partie de la toilette, et puis c'est utile, je suis maquillée pour la vie, vous comprenez, je ne pourrais rien me rajouter quand j'aurai 20 ans de plus. » Je peux me payer là-dessous d'être malade, d'avoir les yeux battus, c'est commode, ça déguise. Moi, vous savez, je ne fais rien sans motif. Cette jeune utilitaire m'effare. Elle prend sa leçon comme elle avalerait un verre d'huile de foie de morue, en conscience jusqu'au bout. Il y a plaisir d'ailleurs à la voir travailler. Souple, bien équilibrée, sur des jambes intelligentes. Elle est jolie et d'une touchante jeunesse. Que lui manque-t-il donc ? Il lui manque. « Le sourire, Hélène, le sourire !» crie la maîtresse de ballet. « Ne prends pas ta figure de caissière. Tu n'as pas l'air de savoir que tu danses, mon enfant. » La large figure couperosée de l'ancienne danseuse enseigne en vain à Hélène qu'il faut, dents découvertes, remonter les coins de la bouche en corne de croissant. C'est moi qui ris de voir en face d'elle la gravité commerciale de l'élève et ses sourcils préoccupés et sa bouche fardée et sage. À quoi pense cet enfant acharné, cette insensible abeille ? Elle dit fréquemment
Quand on veut arriver... Arriver? Mais où? Quel mirage suspendu tient ses yeux levés quand elle semble regarder à travers le mur, à travers moi, à travers le front déférent de son jeune ami. Elle est tendue, elle vise sans repos un but qu'elle cache. La gloire? Oh non! Celles qui veulent la gloire l'avouent. Et je n'ai jamais entendu Hélène Gromet souhaiter les grands rôles, ni décréter quand je jouerai les Simone. L'argent, plutôt. À la fin d'une chaude leçon comme celle d'aujourd'hui, c'est la fatigue qui me révèle le mieux chez Hélène une solide petite peuple âpre à thésauriser. Elle porte sa fatigue avec la grâce assouvie et comme heureuse de la laveuse qui vient de jeter sa charge de linge savonné. Elle est près de moi sur la banquette et couverte à peine d'une chemise humide et d'une culotte de soie. Elle a croisé une jambe sur l'autre, elle se tait, l'épaule de biais, ses bras nus pendants. Le crépuscule fait plus bleu, ses cheveux noirs ondulés. J'imagine quelque part dans un logis pauvre une maman d'Hélène qui rentre à 7 heures du bateau lavoir et laisse ainsi tomber ses bras rouges, une sœur, un frère d'Hélène qui viennent de quitter l'atelier ou le fétide bureau. Ils sont ainsi ponctuels et penchés en avant et passagèrement abattus comme Hélène. Elle se repose avant de recrépir sa figure à l'aide de la grosse houppe et du tampon de coton carminé. Elle me laisse voir, avec une confiance d'animal assoupi, ses joues brunes dont le commun des mortels ignore l'ambre et le grain un peu rude. L'excès de poudre noira tout à l'heure la courbe de son nez, brusque et busqué, presque rapace. Le retour de Robert la met debout, tout de suite, en défense. C'est pourtant un blondin assez humble qui s'empresse à la servir, à l'habiller. Il attache les barrettes brillantes des petits souliers, il tire le long lacet rose du corset. Il s'en faut de si peu que leur groupe soit délicieux. Je vois bien qu'elle ne le déteste pas, mais je ne vois non plus qu'elle l'aime. Elle lui accorde une attention sans bassesse. Quand elle s'en va avec lui, elle le toise de son air profond et combatif, comme une autre leçon à apprendre. Et j'ai envie parfois de retenir le bras de cet enfant avide pour lui demander « Mais, Hélène, et l'amour ?»